la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Raconté la dernière fois la bataille de Crécy et la grande victoire des Anglais. Est-ce que les Anglais en ont profité pour descendre sur Paris ? Alors effectivement, on peut se poser la question, mais on a noté qu'avant la bataille de Crécy, Édouard III, qui était un seigneur valeureux, qui savait se battre, il n'était pas trop optimiste. Bon, alors évidemment, je comprends votre question, parce qu'à partir du moment où, d'une manière inattendue, il est le brillant vainqueur à Crécy, à ce moment-là, ayant sévèrement battu l'armée du roi de France, on peut penser qu'il peut marcher sur la capitale du roi de France, de Philippe VI de Valois, c'est-à-dire, bien sûr, sur Paris. Alors, il ne va pas le faire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a des effectifs, on en a parlé, qui sont faibles, et il est avisé, il connaît le potentiel du roi de France. C'est-à-dire que la France, à ce moment-là, est un État plus peuplé que l'Angleterre, beaucoup plus peuplé, et Édouard III sait que si, avec ses maigres troupes, il fonce sur Paris, il pourra avoir quelques succès initiaux, mais là, ce sera l'aventure et il risque fort, évidemment, de perdre contre un adversaire qui a davantage de ressources pour se refaire que lui. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que après Crécy, la stupéfaction et l'émotion sont considérables en France, en Angleterre, mais aussi en Europe. L'information circule, je l'ai déjà dit, et c'est fou. On ne comprend pas comment une cohorte de pauvres gens, de manants, les Anglais, moins nombreux, nettement moins nombreux, a pu écraser une armée de brillants chevaliers. Bon, on se pose des questions, c'est vraiment la stupéfaction. Alors donc, Édouard III ne marche pas sur Paris pour les raisons de prudence. On peut penser qu'il n'a pas tort, que j'ai évoqué. Il préfère marcher sur Calais. Bon, en effet, par rapport à Crécy, qui est au sud de la Picardie, Calais, le port de Calais, est évidemment au nord. Le port de Calais est un port qui est tenu par les Français. C'est un port. Le port et la ville sont fortifiés. Et ça intéresse évidemment énormément les Anglais. Si les Anglais, ça c'est un objectif qui tient la route, qui est tout à fait atteignable pour eux, pour les Anglais. Et Édouard III voit l'intérêt de mettre le siège devant Calais, de prendre d'assaut Calais et de faire en sorte d'avoir, voyez-vous Yann, sur le continent, une tête de pont, un port extrêmement important qui jusque-là était français et qui maintenant pourrait devenir anglais. Alors donc, dans les mois qui suivent, très sagement, Édouard III décide de s'intéresser donc à Calais. Et dès la fin de 1346, voyez-vous, quelques mois après Crécy, l'armée d'Édouard III se concentre autour de Calais. La ville refuse de se rendre, par conséquent, c'est le début d'un siège. Alors, ce siège de Calais, qui va durer quelques mois, c'est un siège qui est marqué par des affrontements sévères. C'est-à-dire qu'il y a des assauts qui sont furieux, des Anglais, mais animés par le capitaine Jean de Vienne, les Calaisiens, les Français donc de Calais, se défendent remarquablement. Mais évidemment, comme dans beaucoup de sièges, la fatigue joue un grand rôle, la famine, l'épuisement. Et effectivement, au bout de quelques mois, les forces qui défendent Calais ne sont plus beaucoup en état de le faire. Pendant longtemps, les Calaisiens se disent « on va être aidés par le roi de France ». Mais après la bataille de Crécy, Philippe VI de Valois, qui sans doute aurait bien voulu aider Calais, il n'a pas encore reconstitué son armée, voyez-vous. Donc les Calaisiens ne peuvent pas recevoir d'aide de la part du roi de France. Alors, à ce moment-là, la capitulation de Calais, malgré sa belle résistance, est inévitable et elle a lieu durant l'été 1347, voyez-vous, l'année qui suit Crécy. Tout ça, ça se précipite. Et c'est là que se situe le fameux épisode des bourgeois de Calais. Alors, les bourgeois de Calais, l'affaire des bourgeois de Calais, il faut la présenter de deux manières. Dire la version officielle, d'abord, qui jusqu'à il y a quelques années était la bonne version dans les livres d'histoire, c'est ce que j'ai connu, vous aussi sans doute donc dans votre jeunesse, la version officielle, et après on verra la réalité. Alors la version officielle, voilà, c'est celle-ci. Bon, quand les Calaisiens disent qu'ils sont d'accord pour capituler parce qu'ils ne peuvent plus tenir plus longtemps, Édouard III donne son accord. Dans son grande bonté, il veut bien épargner la population civile,
Mais il veut que certains payent pour avoir osé résister au roi d'Angleterre. Et c'est ainsi qu'il exige que 6 bourgeois, 6 notables de Calais se désignent pour venir faire amende honorable et pour être exécutés, pour être pendus, pour montrer que le roi d'Angleterre n'a pas toléré cette offense que lui ont fait les Calaisiens en osant lui résister. Et alors, à ce moment-là, toujours l'histoire officielle, 6 volontaires, avec à leur tête le notable particulièrement connu Eustache de Saint-Pierre, 6 bourgeois se désignent et ils partent donc, on ouvre les portes et ils vont vers le camp d'Édouard III en sachant très bien que naturellement ils seront exécutés. Ils se sacrifient en quelque sorte pour sauver l'ensemble de la population. Alors l'histoire officielle dit qu'ils se présentent devant les rois, donc en haillons, les pieds nus, à genoux, la corde au cou. Et ils remettent les clés de la ville au roi anglais. Le roi anglais les admoneste, leur dit tout le mal qu'il pense d'eux, et puis donne des ordres pour qu'on les pende. C'était ce qui était prévu. Mais à ce moment-là, voyez-vous, place aux femmes, et c'est la reine, l'épouse d'Édouard III, Philippine de Hainaut, qui intervient, qui intercède, et qui, de haute lutte, obtient d'Édouard III la grâce pour Eustache de Saint-Pierre et les 5 autres notables, et qui rentre donc dans Calais la vie sauve, mais après avoir évidemment risqué le pire et échappé de peu au pire. Alors ça, c'est l'histoire officielle. Alors, je vais vous décevoir, cette histoire officielle ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est l'application d'une sorte de rituel féodal. Dans tous les cas, voyez-vous, quand d'après les habitudes des féodaux dans toute l'Europe occidentale et centrale, quand un siège se terminait par donc la capitulation, la reddition des assiégés, eh bien, à ce moment-là, donc, il fallait que des notables, effectivement, sortent de la ville assiégée, remettent les clés symboliquement, donc, aux vainqueurs, fassent amende honorable en disant qu'ils ont eu un grand tort de résister. Et puis, c'est tout. Et ils rentraient dans la ville tout à fait libres, sans le moindre problème. Bon. Donc, un épisode, dans le fond, relativement banal par rapport à tout ce qui se passait de cette nature dans les autres sièges. Alors, pourquoi cette différence? Pourquoi donc un mythe? Puisque les bourgeois de Calais, tels que, à l'école, moi j'ai appris ça, vous aussi. Bon, eh bien, c'est un mythe parce que ça ne s'est pas passé comme ça, comme je viens de le dire. Alors, pourquoi ce mythe? Eh bien, il faut, c'est surprenant, aller à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, la France est encore traumatisée par son échec, son écrasement de 1870 par la Prusse. Il y a l'esprit de revanche. On veut reprendre l'Alsace-Lorraine. Bon. Et dans ces conditions, eh bien, il faut faire que le peuple français, traumatisé, retrouve son moral pour que, après une préparation poussée, on aille infliger la revanche, évidemment, aux Prussiens devenus donc les Allemands. C'est l'Empire allemand. Et dans ces conditions, eh bien, pour remonter le moral, qui en a grand besoin, les Français sont vraiment dans les 36e dessous, pour remonter le moral des Français, eh bien, les historiens sont priés dans l'histoire de France de retrouver des traces glorieuses et de présenter ça notamment aux écoliers, les hussards de la République, voyez-vous, les écoles de la Troisième République, Jules Ferry, eh bien, toutes les grandes figures de l'histoire de France vont être magnifiées, vont être honorées de façon à stimuler le zèle patriotique des jeunes Français et puis des Français de leurs parents, etc. Et alors c'est ainsi que des personnages qui ont incontestablement existé, eh bien, comme du Guesclin, comme Jeanne d'Arc, comme le chevalier Bayard, voyez-vous, bon, alors sont exhumés et ils sont présentés d'une manière qui parfois flirte un peu avec la réalité, de manière à les faire plus beaux, à les faire plus efficaces, plus glorieux que dans la réalité qui existe. Et dans ces conditions, il faut comprendre que les bourgeois de Calais ont été mis les malheureux quelques siècles après à contribution pour que l'évocation de leur exemple montre le courage qu'étaient capables de faire, d'avoir les Français à cette époque-là, et par conséquent le courage qu'ils devaient avoir pour prendre leur revanche donc, sur les Allemands. Donc l'épisode des bourgeois de Calais, dans le titre que je vous ai donné, j'ai mis non pas un épisode dramatique, j'ai mis un épisode dramatisé. C'est-à-dire il y a une réalité, mais ça a été fortement enjolivé. Il faut en revenir à la réalité. Merci beaucoup.
la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.